Salut et bienvenue dans cette autre vidéo formation sur la statistique descriptive, vidéo dans laquelle je vais vous présenter dans un premier temps comment calculer et interpréter un certain nombre d'indicateurs de la statistique descriptive, que ce soit au niveau des caractéristiques de tendance centrale, que sont la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum, l'étendue, ou alors les caractéristiques de dispersion, la variance, les cas types, coefficient de variation. Comment est-ce qu'on peut calculer ces grandeurs et pouvoir les mettre en œuvre? Alors, dans un premier temps, nous allons vous faire cela de façon théorique et après la partie théorique, nous allons vous montrer comment, n'est-ce pas, implémenter la statistique descriptive sous Microsoft Excel, comment utiliser, euh, calculer les moyennes, les variances, bref, toutes les caractéristiques des tendances centrales et de dispersion dont je vous ai énuméré plus tôt et de pouvoir faire des graphiques comme des diagrammes en bande, des diagrammes circulaires ou alors des camemberts et bien d'autres types de graphiques et d'analyse sous Microsoft Excel. Et si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de votre écran pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et n'hésitez surtout pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Donc, d'entrée de jeu, commençons par la partie théorique. Nous pourrons définir la statistique de façon générale comme la science qui a pour objectif le recueil, l'analyse et l'interprétation de données observées. Et donc, on distingue, on distingue une importance entre, il y a une différence fondamentale entre la statistique et les statistiques. La statistique fait en général référence à la science, alors que les statistiques font référence aux résultats chiffrés, comme par exemple les statistiques du chômage. Donc, il faut véritablement faire la nuance entre la statistique et les statistiques. Et donc, en termes de démarche, pour ce qui est de la statistique descriptive, pour ce qui est de la statistique de façon générale, on a un recueil de données et puis une deuxième étape qui consiste à l'analyse et l'interprétation des données. L'étape de recueil de données, c'est une étape à laquelle on collecte un certain nombre d'informations sur une problématique particulière et la phase d'analyse et d'interprétation, on peut soit faire une analyse descriptive, résumer et présenter les données de manière la plus pertinente possible, moyen d'indicateurs statistiques ou alors de représentation graphique. Ou alors, on peut faire une statistique inférentielle qui est une situation qui consiste à extrapoler les résultats liés à un échantillon, à une population sous-jacente. Donc, voilà en quelque sorte tout ce qui est des concepts clés qui nous seront utiles dans le cadre de ce tutoriel. Voilà. Et donc, comme vocable dans ce sens-là, on peut dire que lorsque une étude est réalisée sur l'ensemble d'une population, on parle de recensement. Lorsque, étant donné une population, on mène une étude sur toutes les différentes entités que constitue la population, on peut considérer qu'on a fait un recensement. Mais lorsque l'étude est réalisée sur une sous-population plus petite, on parle d'échantillon. Donc, si on a par exemple si on prend par exemple la population de la France et qu'on tire 1000 individus sur la population française, on dirait qu'on a un échantillon de 1000 Français par exemple. Donc l'échantillon consiste à restreindre à notre population une partie qui pourra être utilisée dans le cadre d'une étude. Donc cet échantillon extrait de la population par le biais de méthodes d'échantillonnage.
On a par exemple la méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui consiste à tirer au hasard et de manière indépendante un individu d'une population donnée, un certain nombre d'individus d'une population donnée. Et donc, un échantillon est constitué d'individus statistiques. Donc, chaque entité de notre échantillon est considérée comme un individu statistique ou une observation statistique. Et donc, sur ces individus sont mesurés des caractères. Ça peut être l'âge, on peut tirer une population du Cameroun sur laquelle on prélève l'âge, le poids, la couleur des yeux et ainsi de suite. Et ces éléments-là sont généralement appelés en statistique les variables. Donc, il en existe deux types de variables, les variables qualitatives et les variables qualitatives qui sont conçues de modalités. Nous y reviendrons d'un moment à l'autre. Donc, pour ce qui est des types de variables, on a, comme je le disais tantôt, des variables quantitatives. Ce sont des variables qui sont quantifiables, qu'on peut utiliser un chiffre pour pouvoir les déterminer. Ces variables quantitatives, on en distingue également deux types, des variables quantitatives continues, que peuvent être l'âge, le poids, la taille et bien d'autres encore. Également les variables quantitatives discrètes, qui sont des variables qui ne peuvent prendre qu'un nombre limité de valeurs. Autrement dit, on peut là entrevoir par exemple l'exemple du nombre de personnes d'un foyer. On ne peut pas avoir un nombre infini de personnes, ou alors le nombre de personnes d'un foyer ne peut prendre que des valeurs numériques données. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'autre type de variables, on a les variables qualitatives, donc qui ne sont pas quantifiables. Donc, on peut avoir par exemple comme variable qualitative les variables binaires, comme par exemple le sexe qui a deux modalités, masculin et puis féminin. On ne peut pas quantifier le sexe, mais le sexe peut être utilisé à titre qualitatif. Donc, on a également les variables nominales, comme par exemple la couleur des yeux, marron, bleu, vert, gris. Les variables nominales s'opposent aux variables ordinales dans la mesure où les variables ordinales permettent d'avoir une appréciation. Donc, on ne peut pas dire par exemple que la couleur marron, bleu ou vert, c'est par exemple la meilleure couleur. En fait, cette classification ne peut pas permettre d'avoir un ordonnancement des couleurs des yeux. Par contre, si on veut par exemple donner une appréciation sur peut-être un produit, on peut par exemple dire qu'il est mauvais, passable, bien, très bien, excellent. Le fait d'appeler ce type de variable ordinale vient de ce que partant de mauvais, en passant par passable, bien et très bien, et pour déboucher sur excellent, on voit bien un ordonnancement, on voit que passer d'une modalité à l'autre augmente l'appréciation qu'on a de la variable. C'est la raison pour laquelle on parle de variable ordinale. Donc, il existe un certain lien entre les concepts statistiques et probabilistes. Nous avons tout à l'heure parlé, par exemple, de la population qui correspond à l'espace fondamental lorsqu'il s'agit de probabilité. On a parlé tout à l'heure de tirer des individus dans une population donnée, ce tirage d'individus, ou alors l'expérimentation en statistique correspond à une épreuve, ce qu'on appelle une épreuve en probabilité. Les individus, les observations correspondent à ce qu'on appelle en probabilité des événements aléatoires. Une variable ou alors un caractère correspond en probabilité à ce qu'on appelle une variable aléatoire. Donc, un échantillon correspond à une répétition d'épreuves. Donc, des épreuves répétées constituent un échantillonnage. La taille de l'échantillon ou alors l'effectif total correspond au nombre de répétitions d'une épreuve donnée. Et donc, on peut déboucher par exemple sur la fréquence observée qui correspond en quelque sorte à une probabilité ou une chance de survenue d'un événement donné. Et on a également en statistique ce qu'on appelle des
distribution observée ou de loi empirique, où loi empirique, ça correspond en probabilité à une loi de probabilité. On peut parler de caractéristiques de tendance centrale comme la moyenne qui correspond à l'espérance mathématique pour les cas probabilistes, ou alors de la variance observée qui correspond à la variance mathématique. Nous y reviendrons. Voilà, donc ce lien-là qui peut être établi entre la variance, la statistique et la probabilité peut être schématisé par ce graphique que vous percevez à l'écran. On a une population qui correspond en probabilité à un univers particulier sur lequel on peut prélever des échantillons ou faire des événements élémentaires, on peut faire des tirages d'individus, on peut faire tout ce qui va avec. On peut calculer les fréquences qui correspondent en probabilité à calculer la probabilité d'appartenir d'un événement donné. Des moyennes arithmétiques peuvent être calculées dans notre échantillon qui correspondent à l'espérance mathématique. Pareil pour la variance observée qui correspond aux variances mathématiques. Et donc, nous allons passer à la première phase, la première étape d'une analyse descriptive qui correspond au recueil de données. On recueille un certain nombre d'observations d'un certain phénomène étudié. Et donc, à travers les différentes variables de notre phénomène, pour capter notre phénomène, variable, par exemple, on peut avoir l'âge du patient, l'indice de masse corporelle, on peut avoir le niveau de satisfaction de la consommation d'un produit particulier. On peut également dans avoir des données nombreuses ou difficiles à obtenir. Donc, on peut faire appel à la mise, on peut mettre en place de méthodes rationnelles de recueil, de méthodes d'échantillonnage, on construit un échantillon représentatif de la population s'il est difficile de faire une étude sur une population entière. Nous pouvons également faire un plan d'expérience, comment construire l'expérimentation en vue de répondre correctement à l'objectif de notre étude. Voilà. Pour ce qui est toujours du recueil de données, on peut avoir comme exemple le recueil de données, un questionnaire soumis à un échantillon de patients dans un hôpital de radiologie. On peut par exemple savoir par exemple la situation cardiaque radiologique dans une population donnée. On peut aller dans l'hôpital de la ville peut-être concernée, administrer des questionnaires à un échantillon de patients qui pourra nous permettre de faire des statistiques descriptives. Et donc l'objectif ici, c'est d'évaluer la satisfaction et mettre en évidence les problèmes pour améliorer les pratiques du patient, dans la branche radiologie. Et donc, dans notre questionnaire patient, on peut avoir des identifiants, peuvent être le nom, le prénom, la date de naissance du patient, peuvent également être considérés comme des variables, mais nous allons tout simplement considérer que ce sont des identifiants. On peut avoir des variables quantitatives, comme par exemple la taille ou le poids du patient. On peut avoir des variables qualitatives comme le sexe. On peut par exemple avoir les variables sur le jugement que le patient peut faire sur l'accueil téléphonique lors de sa première prise de contact avec le service. Le patient, cette variable peut être matérialisée par la question: comment avez-vous jugé l'accueil téléphonique lors de votre première prise de contact avec le service? Et donc, le patient peut dire si le service a été excellent, bon, passable, mauvais. On a utilisé une variable qualitative ordinale, elle n'est pas nominale, elle est ordinale, puisqu'on peut pouvoir classifier le niveau de satisfaction du patient. On peut également chercher à savoir le jugement que
patient fait de la manipulation du scanner ou de l'IRM. Donc, voilà. Donc, dans le recueil de données, on peut avoir une fois notre questionnaire administré sur le patient, on peut par exemple regrouper nos données sur un tableur. Comme par exemple Excel où sur chaque ligne on représente un individu et puis en colonne on représente nos différentes variables qui peuvent être quantitatives ou alors qualitatives. Dans le cas de variables qualitatives, il faut se rassurer d'utiliser des codages chiffrés plutôt que des textes. Donc on peut avoir 1 pour excellent, 2 pour bon, 3 pour passable, ou alors 4 pour mauvais. Donc cela permettra de minimiser les erreurs de codage. Vous pouvez par exemple avoir un mauvais en majuscule ou un mauvais en minuscule. Donc une codification chiffrée vous permet de limiter un certain nombre d'erreurs. Je vais illustrer cela par un petit exemple où on a par exemple des données collecter les données sur la consommation des ménages d'un pays, ou alors les dépenses gouvernementales, l'indice des prix à la consommation, le PIB par habitant. Et donc nos individus ici, ce sont des années. Chaque année, on collecte un certain nombre d'informations sur ces différentes variables-là. De façon globale, le recueil de données dans un tableur peut être représenté comme ceci. On a par exemple le numéro du patient, on a le nom, le prénom, la date de naissance, la taille, le poids, le sexe, l'accueil téléphonique, l'accueil manip. Voilà en quelque sorte un peu comment les données peuvent être formatées dans la plupart des logiciels d'analyse statistique, notamment Excel et d'autres types de logiciels. Et donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces données. Donc, il faut les analyser et les interpréter. Pour cela, il faut faire une statistique descriptive ou alors une statistique inférentielle ou les deux concomitamment. Et donc, il est important que toute analyse statistique puisse répondre à un ou plusieurs objectif principal ou secondaire. Il est essentiel de construire un plan d'analyse statistique afin de poser les questions relatives à notre étude. Voilà, on peut donc procéder à des statistiques univariées ou alors multivariées. Mais pour ce qui est de la statistique descriptive univariée, l'objectif est de résumer et présenter les données observées sous la forme la plus pertinente possible. Et donc, grâce à des indicateurs statistiques dont nous allons y revenir dans un instant, pouvons faire des représentations graphiques, nous allons y revenir également. Le choix se fait en fonction de la nature des variables, et puis on peut procéder à un descriptif des données permettant de mettre en évidence les valeurs aberrantes, par exemple. Nous allons revenir sur tous ces points dans un instant dans le cadre de ce tutoriel. Voilà. Pour ce qui est des indicateurs statistiques pour les variables quantitatives précisément, on a des indicateurs de position dans le mode. Le mode d'une distribution est la valeur la plus fréquente de celle-ci. Soit à considérer une série dont les différentes réalisations sont 12, 14, 12, 15, 12, 17 et 18. Le mode de cette série peut être déterminé en utilisant les effectifs. Pour ce qui est de la valeur 12, son effectif est de 3. La valeur 14 s'est réalisée une seule fois. Il en est de même pour la valeur 15, les valeurs 15, 17 et 18. Et donc, on va conclure que le mode de cette série statistique est 12. 12, c'est le mode de cette série statistique. Mais en guise de remarque, on peut également voir que si les données sont regroupées par classe, on définit la classe modale comme la classe dont la densité d'effectifs est la plus élevée
et on attribue arbitrairement, il faut bien le dire, que c'est de façon arbitraire, au mode la valeur centrale de cette classe. Donc on détermine la classe qui a la plus grande densité d'effectifs. Comprenez bien ce que ça veut dire. Et donc le mode de la série, c'est le centre de la classe qui a le plus grand effectif. Donc une distribution peut être polymodale. Polymodale, comment on dit, il y a plusieurs classes qui ont peut-être la même densité qui est maximale. Donc dans ce cas, on peut avoir plusieurs modes. Et comme indicateur statistique, les indicateurs de position également. Après le mode, on peut avoir la moyenne arithmétique qui se calcule comme vous pouvez le constater sur votre écran. Il faut quand même tout de même se méfier des moyennes en disant qu'elles sont très sensibles aux valeurs extrêmes. Lorsqu'on a des petites tailles d'échantillons, il serait intéressant de faire peut-être appel, si possible, à d'autres types de moyennes dans le cadre d'une interprétation de statistiques descriptives. Mais on a également les moyennes pondérées qui attribuent à chaque réalisation ou à chaque individu un certain poids. Et donc la moyenne pondérée se calcule comme une combinaison, ratio entre la combinaison de réalisation de ce variable avec comme pondération les poids et puis que l'on divise par la somme des pondérations des poids qu'on attribue. Lorsqu'on peut par exemple calculer une moyenne générale de la classe, on peut calculer la somme de toutes les moyennes de chaque élève dans une classe et divisé par l'effectif total de la classe. Là, on a une moyenne arithmétique qui correspond à la moyenne générale de la classe. Par contre, pour un individu donné de la classe, si on veut par exemple calculer sa moyenne et qu'on a décidé par exemple que chaque matière a un coefficient donné, là, on ne pourra plus utiliser une moyenne arithmétique dans la mesure où chaque individu n'a plus le même poids. Chaque matière n'a pas le même poids. On a affecté des coefficients en mathématiques, c'est coefficient 6, le français, coefficient 3. Et donc, on utilise cette pondération-là pour calculer la moyenne qui est cette fois-ci pondérée. Donc, vous avez déjà sûrement eu à calculer des moyennes pondérées dans votre vie sans vous en rendre compte, effectivement. Et donc, si on peut prendre par exemple un exemple pour illustrer les moyennes arithmétiques. On a des observations d'une variable aléatoire qui ont donné par exemple dans la successivement 12, 13, 18, 9, 4, 13, 7, 12, 10, 19. Les notes de n étudiants, ce sont des notes de n étudiants, et donc la moyenne arithmétique est donnée par la relation qui est là. Pour cette séquence, on trouve par exemple une moyenne de 11,7. Alors que si on veut par exemple calculer les notes d'un étudiant, on a la note pour une matière donnée et puis son coefficient. Pour la première matière qui était de 12, le coefficient était de 2. L'autre matière où l'étudiant a eu 15, la note était de 3. Pour une autre matière où la note était de 13, le coefficient était de 2. Pour 16, le coefficient était de 4. Et donc, on peut tout simplement calculer la moyenne pondérée et trouver que la moyenne de l'élève est de 14,45. Donc, voilà pour ce qui est de moyenne pondérée. Et comme un autre indicateur de positionnement, on a la médiane, qui est un indicateur qui est également sensible, qui est insensible aux valeurs extrêmes, autant pour moi, qui peut être utilisé dans les cas où on a des échantillons de petite taille. L'idée maîtresse ici, c'est que 50% des observations ont une valeur inférieure ou égale à la médiane et 50% des observations ont une valeur supérieure ou égale à la médiane. Le calcul de la médiane est fonction de la parité du nombre d'observations. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, la médiane est très sensible aux valeurs extrêmes. Nous allons prendre maintenant un exemple pratique pour vous montrer comment
on peut calculer. Dans le cas d'un échantillon impair, on ordonne nos réalisations d'une manière croissante de la série de données, et puis la médiane est égale au rang n plus 1 sur 2, où n représente le nombre d'observations. On classe nos observations dans l'ordre croissant, et l'observation de rang n plus 1 sur 2 représente notre médiane. Et donc l'illustration est donnée là, dans cet exercice là, où on a une réalisation dans la séquence 3, 2, 6, 5 et 4. Pour calculer la médiane, on ordonne la série de manière croissante. 2 est la plus petite, donc le rang c'est 1, 3 c'est la deuxième, 4 troisième en termes de positionnement, 5 c'est quatrième, et 6 représente notre cinquième réalisation dans ce classement. Et donc notre médiane correspond à la valeur, le rang qui est 5 plus 1 sur 2, donc 3. Donc finalement la modalité, la réalisation correspondant au rang 3, c'est donc la réalisation 4. Donc la médiane de notre distribution statistique est donc 4. Voilà un peu comment on peut procéder pour calculer la médiane dans le cas d'un échantillon pair. Dans le cas où on a un échantillon, le cas précédent c'était le cas des échantillons impair. Maintenant, dans le cas de l'échantillon pair, on ordonne de manière croissante notre série de données, comme dans le cas précédent. Et donc la médiane, c'est donc la modalité de rang n plus n divisé par 2, et la moyenne des valeurs de rang n divisé par 2 et de rang n plus 2 divisé par 2. Donc on fait une moyenne puisque on a deux valeurs qui qui chevauchent dans le seuil de 50%, et puis on fait une moyenne pour avoir tout simplement notre médiane. Donc à titre d'exercice, on peut prendre une séquence 3, 2, 6, 5, 4, 7 pour pouvoir calculer notre médiane. On ordonne la série de manière croissante. Donc, les valeurs sont dans cet ordre 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lorsqu'on les classe par ordre croissant, et donc la médiane correspond à la moyenne de la valeur de rang 6 sur 2, la valeur de rang 3 qui est 4 et la valeur de rang 8 sur 2 qui correspond à 4. 8 sur 2, voilà. Et donc notre médiane c'est donc 4 plus 5 divisé par 2 qui est de 4,5. Donc la médiane de notre distribution est de 4,5. Donc on peut donc bien évidemment voir que le nombre de modalités, de modalité de réalisation de mode inférieur à 4,5 et supérieur à 5,5 sont de 50%. Donc comme autre indicateur de positionnement, on a les quartiles. Les quartiles sont les valeurs qui partagent les séries ordonnées en 4 groupes de même effectif. Le premier quartile permet d'avoir 25% des observations qui ont les valeurs inférieures ou égales au quartile. Donc réciproquement, on peut définir par exemple le troisième quartile qui permet d'avoir 75% des observations qui ont une valeur inférieure ou égale au quartile correspondant. Et donc de la même façon, la médiane n'est rien d'autre que le deuxième percentile, si on veut aller dans ce sens là. Donc dans une distribution là, le minimum, on peut avoir le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et puis le maximum de notre distribution. Et donc on peut également définir la notion de percentile comme les valeurs qui partagent notre série en 100 groupes de même effectif. 100 groupes de même effectif. Donc on aura le premier, le deuxième jusqu'au centième percentile de la distribution. Et donc à titre
récapitulatif pour ce qui est des caractéristiques de positionnement. On a le mode qui a comme avantage d'être un bon indicateur dans le cas des distributions asymétriques. On a qui est un bon indicateur de population hétérogène. Lorsque la population est hétérogène, il est intéressant d'utiliser le mode. Il est insensible aux valeurs extrêmes. Comme inconvénient, il se prête mal au calcul statistique et il est sensible aux variations d'amplitude de classe. Et donc, on a également la moyenne qui a pour avantage de se prêter très facilement au calcul de tests statistiques, qui est un bon indicateur de distribution symétrique et de dispersion faible. Donc, comme inconvénient, il est sensible aux valeurs extrêmes et représente mal les populations hétérogènes. On a la médiane qui a comme avantage d'être moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne, un bon indicateur de distribution asymétrique. Comme inconvénient, naturellement, se prête très mal au calcul statistique et comme inconvénient également, c'est le classement peut être long si les valeurs sont très nombreuses pour pouvoir déterminer la médiane. Et donc, on peut regarder un peu les distributions symétriques et asymétriques dont je vous ai parlé tantôt. Lorsqu'on a une distribution symétrique, les modes, les médianes et les moyennes coïncident, alors que lorsqu'on a des distributions asymétriques, il peut y avoir des différences qui sont très grandes entre ces différentes caractéristiques de positionnement que sont le mode, la médiane et puis la moyenne. Voilà, le deuxième type d'indicateurs qu'on peut avoir sont des indicateurs de dispersion. On a la variance qui se définit comme étant la moyenne des écarts à la moyenne de notre distribution. Il faut remarquer ici que la dimension de la variance est le carré de celle de notre variable. Et donc, il est difficile d'utiliser la variance comme nombre de dispersion à cause du changement d'unité. Donc, pas de sens biologique direct, contrairement à l'écart type qui s'exprime dans la même unité que la moyenne. Et donc, notre écart type, c'est tout simplement la racine carrée de notre variance. Et donc, il s'exprime dans la même unité que la variance. Il peut être utilisé comme un bon indicateur de dispersion. Le théorème de Konig-Huygens nous permet de décrire notre variance qu'on a définie plus haut comme la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, qui peut désormais s'écrire comme la somme des carrés, la moyenne des carrés moins le carré de la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. Donc, dans ces conditions-là, on a un exemple qui peut bien être qui est illustré là, qui vous permet de calculer, étant donné notre distribution, la variance de deux façons différentes, en faisant la moyenne des écarts à la moyenne, puisque la moyenne de notre échantillon était de 14 et la taille était de 5. On peut calculer la moyenne des écarts à la moyenne, ou alors calculer dans un premier temps le carré des moyennes, la moyenne des carrés qu'on retranche, auquel on retranche le carré de la moyenne, et on va obtenir la même variance qui est de 2 et donc un écart type de 1,41. Et donc, pour pouvoir résumer les indicateurs de variables quantitatives, on peut prendre plusieurs situations. Si on a un échantillon, si la taille de notre échantillon est supérieure à 30, qui garantit l'insensibilité aux valeurs moyennes, on peut résumer nos variables quantitatives en faisant moyenne plus ou moins écart type pour pouvoir résumer notre variable quantitative. Mais dans le cas où on a un échantillon inférieur à 30, on peut prendre la médiane moins la différence interquartile. Pour pouvoir résumer la différence entre le premier et le troisième quartile. On peut prendre cet intervalle pour pouvoir résumer l'information
dans le cas de variables quantitatives. Maintenant, pour les indicateurs de variables qualitatives, on peut utiliser les tableaux de distribution. Les tableaux de distribution, on a les variables qualitatives nominales. Donc, pour chaque modalité, on définit l'effectif de notre modalité, autrement dit le nombre d'observations représentant la modalité. Donc, les modalités doivent être mutuellement exclusives. Il faut bien le préciser. Donc, l'effectif total de notre échantillon étudié sera donc égal à la somme des effectifs de chaque modalité de notre variable. Donc, pour ce qui est de notre tableau, de façon pratique, si on considère par exemple une répartition de groupe sanguin dans un hôpital donné, on peut par exemple voir que dans notre échantillon, 45 des 100 personnes échantillonnées étaient du groupe O, alors que dans le groupe A, ceux du groupe A étaient 40, tandis que 10 et 5 respectivement étaient des groupes B et AB respectivement. Dans les 100, on peut calculer la fréquence qui est le ratio de l'effectif de notre modalité par l'effectif total. Ce ratio-là permet de définir la fréquence. Donc, on a la fréquence qui est calculée dans notre table. Le pourcentage, en quelque sorte, est exprimé en multipliant notre fréquence par 100. En multipliant la fréquence par 100, on obtient le pourcentage d'individus dans la classe considérée. Et donc, toujours pour ce qui est des variables qualitatives, mais cette fois-ci ordinales ou quantitatives discrètes, on peut utiliser les fréquences cumulées, mais ça c'est essentiellement dans le cadre des variables ordinales, puisque si elles sont nominales, dans la mesure où dans les variables nominales on ne saurait sommer, on ne saurait par exemple dans le cas par exemple de la couleur des yeux, si elle est bleue, blanche, dit par exemple, résumer par exemple ceux qui ont à la fois la couleur bleue et jaune, la couleur est unique. Par contre, dans le cas d'une satisfaction des clients, on peut par exemple déterminer ceux qui ont une satisfaction à la fois faible et moyenne. Donc, on peut cumuler, si on a trois modalités, faible, moyenne et bonne, on peut par exemple voir ceux qui sont faibles et moyennes en même temps. Par contre, pour la couleur des yeux, on ne peut pas savoir, on ne peut pas regarder ceux qui ont à la fois une couleur bleue et blanche, puisqu'on ne peut pas avoir deux couleurs différentes. Par contre, on peut cumuler par exemple les appréciations. C'est la raison pour laquelle les valeurs cumulatives sont valables pour des variables ordinales. Donc, on peut calculer la fréquence cumulée en additionnant les fréquences dans les modalités précédentes de notre variable considérée. Et donc, on peut résumer dans un tableau de distribution des effectifs et fréquences cumulées nos différentes modalités, étant donné une variable qui a un certain nombre de modalités x1, x2 jusqu'à xp. On peut avoir l'effectif de chaque modalité, on peut calculer la fréquence qui est l'effectif sur l'effectif de la modalité correspondante sur l'effectif total. On peut cumuler les effectifs, on peut également calculer les effectifs cumulés. Et donc, si on prend par exemple le nombre d'enfants d'une famille, on a des familles qui ont 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants. Dans notre échantillon, par exemple, on en avait 10 qui n'avaient pas d'enfants, 24 qui n'en avaient qu'un seul, 32 ménages qui n'avaient que 2 enfants, 19 ménages avec 3 enfants, 8 ménages avec 4 enfants, et ainsi de suite. On peut calculer la fréquence, l'effectif cumulé, et puis la fréquence cumulée, et la somme de la fréquence cumulée de la modalité qui a la plus grande appréciation, puisque ça s'agit de variables ordinales, est de 1. On somme les variables, on cumule, et puis la plus grande la fréquence cumulée de la dernière modalité doit être forcément de 1, vu le mode de calcul.
Pour ce qui est des tableaux de distribution pour les variables quantitatives, il est intéressant de regrouper nos différents tableaux en classes. Et donc, il est nécessaire de regrouper, par exemple, les différentes valeurs prises par la variable. Si on prend, par exemple, si on prend le cas de la taille, on peut, par exemple, prendre ceux qui sont entre 150 et 160 cm comme une classe, 60 à 170, 170 à 180 comme intervalle. Et donc l'intervalle de chaque classe est également appelé l'amplitude. Donc qui n'est rien d'autre que la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Et en règle générale, on choisit les classes de même amplitude. Mais dans le cas contraire où on a, pour une raison ou pour une autre, des classes qui n'ont pas la même amplitude, on peut calculer la densité de fréquence, qui n'est rien d'autre que la fréquence divisée par l'amplitude d'une autre. Et donc, cette densité de fréquence permet de comparer les fréquences d'une classe à une autre. Pour ce qui est des indicateurs de variables qualitatives, toujours, on a par exemple l'exemple de classe de taille en centimètres dont nous y sommes revenus, nous en avons parlé un peu plus tôt. On a une classification en classe de 140 à 160, de 160 à 165 et ainsi de suite. On peut calculer le centre de notre classe, de chaque classe, en faisant la différence de nos en faisant la valeur inférieure plus la valeur supérieure divisée par 2. C'est ça le centre de notre classe. On peut calculer notre effectif, on peut calculer notre fréquence, on peut calculer la densité, l'effectif cumulé, la fréquence cumulée. Maintenant, si on veut par exemple regarder le mode, on va regarder la classe qui a la plus grande fréquence, qui a la plus grande densité, pour pouvoir connaître le mode. Et le mode va correspondre par exemple au centre de la classe correspondant à la classe qui a la plus grande densité. Donc, vous pouvez utiliser ces cadres pour pouvoir déterminer les caractéristiques de tendance de positionnement dans votre échantillon. On va maintenant passer aux représentations graphiques. Pour ce qui est des variables quantitatives, par exemple, on peut faire l'histogramme des fréquences, dont le principe fondamental est de procéder au découpage de la variable quantitative en classe dans un premier temps. Et donc, l'aire de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe. Si les amplitudes sont égales, la hauteur du rectangle sera donc égale à l'effectif ou alors la fréquence de la classe. Si dans le cas contraire, on a une hauteur du rectangle égale à la densité des effectifs. Donc, la représentation sous forme d'histogramme on fait une représentation sous forme d'histogramme pour avoir une idée de la distribution des données. Et donc, en observant la distribution l'histogramme des fréquences, on peut avoir une idée sur la loi que pourrait vérifier notre réalisation. Elle peut ressembler à une distribution de loi normale ou alors une autre loi connue. Toujours pour ce qui est des représentations graphiques, dans les variables quantitatives, on peut faire une boîte à moustache qui représente les différentes variables, qui représente les différents quantiles. Le premier quantile dans notre échantillon, la médiane qui est en trait noir. On a le deuxième quantile dans notre échantillon. On représente la médiane plus 1,5 fois l'intervalle interquartile. On représente sous cela. Et donc les valeurs qui sont au-delà, par exemple, ce point-ci représente une valeur qui est au-delà, qu'on peut considérer comme des valeurs aberrantes. Et donc la boîte à moustache permet de savoir s'il y a des valeurs aberrantes dans notre échantillon. Les valeurs qui sortent de la médiane plus 1,5 fois l'intervalle interquartile ou alors la médiane moins 1,5 fois l'intervalle interquartile sont considérées comme des valeurs aberrantes et donc sont représentées à l'extérieur de la boîte à moustache.
de notre échantillon. Donc, on peut également utiliser des diagrammes en barre, pour la représentation de distribution d'une variable en modalité. Donc, si on a une variable qui a un certain nombre de modalités, on peut utiliser un diagramme en barre qui représente les effectifs ou les pourcentages qui sont calculés pour chaque modalité. Et comme exemple, on peut avoir l'appréciation peut-être d'un produit qui est conçu de 4 modalités: mauvais, passable, bon et excellent. Et donc, à titre graphique, vous voyez là la représentation graphique de notre variable qualitative qui a 4 modalités: mauvais, bon, excellent et puis bon. Donc, sur notre représentation graphique, notre diagramme en bas, on a porté les effectifs. On aurait pu porter les pourcentages correspondant à chaque modalité. Mais toujours est-il que le diagramme en bas, d'un point de vue graphique, permet de voir quelles sont les modalités qui sont les plus visibles. Et donc, on peut par exemple, au moyen de ce graphique, se rendre très vite compte que la modalité passable est le mode de notre série. Et donc, on peut également utiliser des diagrammes circulaires qui permettent de visualiser la répartition des modalités de la variable. Donc, chaque modalité est représentée par une part et dont la surface de chaque part est proportionnelle au pourcentage associé à la modalité ou l'angle alpha i de la modalité peut être calculé en multipliant 360 par la fréquence de notre échantillon. On va tout prendre l'exemple de l'appréciation et voir que notre appréciation peut être représentée sur notre diagramme circulaire qui est là et qui représente les différentes modalités: mauvais, passable, bon, excellent, que vous pouvez bien distinguer à travers la légende par leurs différents pourcentages qui sont proportionnels au nombre de personnes ayant opté pour telle ou telle autre modalité. Et donc, pour ce qui est des représentations graphiques, nous pouvons vous conseiller de faire des légendes qui sont assez claires et concises. Vous pouvez faire noter les axes, par exemple l'axe des abscisses pour représenter l'âge en année, ou alors l'axe des données pour les effectifs. Et ne pas surcharger les rapports avec beaucoup de graphiques, parce que trop de graphiques vous rend le rapport illisible. Vous devez privilégier les tableaux pour les résultats communs et mettre en évidence les résultats intéressants au moyen de graphiques. Et donc, vous devez utiliser les indicateurs et les représentations graphiques adéquates dans le cadre d'une statistique lorsque vous devez vous faire une analyse descriptive. Et donc, nous allons cette fois-ci vous montrer, après avoir présenté la statistique univariée, comment est-ce que la statistique multivariée, bivariée, en l'occurrence, fonctionne. Et donc, la motivation, c'est de pouvoir approfondir l'analyse. Et il est souvent utile lorsqu'il faut approfondir votre analyse, de croiser certaines variables entre elles. Croiser par exemple le niveau de satisfaction avec le sexe, pour voir est-ce que les femmes sont plus satisfaites que les hommes par rapport à un produit donné. Croiser l'âge et le sexe, par exemple, quelle est la moyenne d'âge avec les hommes ou chez les femmes. Croiser l'âge avec le poids, pour voir est-ce que l'âge est corrélé au poids. On peut faire des représentations statistiques différentes en fonction du type de variable croisée. Qu'est-ce qu'on croise, une variable qualitative et quantitative, ou alors une variable qualitative et quantitative, ou alors deux variables quantitatives. On peut avoir une appréciation, une représentation statistique qui est différente. En analyse descriptive bivariée, donc l'analyse bivariée descriptive prépare déjà à l'inférence statistique. On peut voir quel est le lien entre les variables, ou alors les corrélations qu'il y a entre les différentes variables. Et donc, de façon définitionnelle, nous pouvons considérer qu'on a deux séries statistiques X ayant L modalité et
une autre variable y ayant M modalité. Donc, ça, on se situe dans le cadre de deux variables qualitatives. On a par exemple, comme exemple, le niveau de satisfaction, passable, mauvais, bon, excellent. On a le sexe qui peut être masculin ou féminin. Le tableau de contingence permet de résumer deux variables, de croiser deux variables qualitatives. Donc ce tableau de contingence est basé sur l'effectif et la fréquence de chaque croisement de variables. Donc comme notion supplémentaire, on peut avoir la fréquence ligne, la fréquence colonne ou conditionnelle. Et donc ce tableau permet de manière descriptive d'étudier le lien entre deux variables qualitatives. On peut par exemple faire des tests du qui-deux pour voir si les deux variables sont indépendantes ou pas lorsqu'on utilise un tableau de contingence. Et donc, comme représentation, on peut de façon claire voir sur ce tableau qui s'affiche à votre écran que pour chaque variable étant donné une modalité, une variable, on peut considérer, si on considère par exemple que notre variable ligne c'est la variable x et notre variable colonne c'est notre variable y, on a, étant donné pour chaque groupe de modalités, on a l'effectif correspondant au groupe de modalités et donc la somme sur la ligne, sur chaque ligne correspond à l'effectif de la modalité ligne, de chaque modalité ligne. Donc on peut également avoir la somme, le total sur la colonne qui représente l'effectif total de la modalité considérée en colonne. Donc NIJ tel que représenté là, notre tableau représente l'effectif conjoint de la modalité XI et de la modalité XJ. NI point représente l'effectif marginal de la modalité XJ. N.J représente l'effectif marginal de la modalité XJ et N la taille de l'échantillon, qui n'est rien d'autre que la somme de tous les effectifs conjoints de notre tableau descriptif. Et pour ce qui est de la statistique bivariée, on peut également regarder les fréquences du couple de modalités X, Y, J, comme la fréquence, comme l'effectif correspondant à ce couple de modalités là sur l'effectif total. Et donc la fréquence marginale de la modalité XJ va consister va se calculer par le ratio de l'effectif de la modalité correspondant à l'effectif total. Donc on peut avoir le tableau de fréquence qui regroupe en son sein non plus les effectifs comme dans le cas du tableau de contingence, mais plutôt les fréquences correspondantes au groupe de modalités. On peut faire une représentation conditionnelle ligne en représentant les fréquences de la modalité XJ parmi les individus représentant la modalité XI. Et donc, vous allez remarquer que sur ce tableau représentant les fréquences conditionnelles lignes, la somme sur chaque ligne est égale à 1. La somme, on peut de la même façon définir la fréquence conditionnelle colonne, de la même façon qu'on a défini les fréquences lignes, et dans ce cas là on aura une somme sur les colonnes qui sera égale à 1 à chaque fois. Et donc on peut représenter, on peut croiser nos différentes, on peut par exemple croiser la satisfaction avec le sexe, pouvoir essayer de regarder dans ce tableau que en croisant le niveau de satisfaction et le sexe, cela permet d'avoir par exemple l'effectif parmi les 280 individus de notre échantillon. On a par exemple 30 femmes qui ont noté que le produit est mauvais. On peut avoir le pourcentage des hommes qui ont voté mauvais dans notre échantillon. On peut avoir parmi les 40 individus qui ont noté mauvais le pourcentage des femmes le pourcentage des hommes ou des femmes dans notre échantillon. Et donc pour pouvoir représenter, on peut utiliser un diagramme à barres groupées puisqu'on a deux modalités, deux variables qualitatives
qui croisent l'appréciation et le sexe. Donc pour chaque appréciation, on peut regrouper en différents sexes. On voit par exemple que ceux qui ont noté par exemple mauvais, il y en avait 30 qui étaient des hommes et 10 qui étaient des femmes. Dans le cas qui ont noté passable le produit, il y en avait 45 qui étaient des hommes et 20 qui étaient des femmes. Et ainsi de suite, on peut faire une représentation similaire où on représente le sexe en ligne et puis en fonction des différentes appréciations. On peut également faire des diagrammes à barres compilés. Au lieu de faire des diagrammes à barres groupés comme dans le cas précédent, on fait plutôt un diagramme à barres compilé ou alors en mosaïque, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Et donc, une dernière représentation qu'on peut avoir des données quantitatives, ce sont des représentations des données, des ajustements. Si on a par exemple à représenter une variable quantitative et une variable qualitative, on peut par exemple, étant donné chaque modalité de notre variable qualitative, calculer la moyenne de cette modalité-là et les cas types correspondantes à la modalité. Donc, on va représenter la moyenne et les cas types de chaque modalité de notre variable quantitative. Et réciproquement, étant donné chaque modalité de notre variable qualitative, on peut calculer la médiane de notre variable quantitative dans l'échantillon, l'échantillon de personnes correspondant à la modalité. On peut calculer la médiane, on peut calculer les différents quartiles pour la modalité considérée pour pouvoir représenter une variable quantitative et qualitative, le croisement de deux variables dont l'une est quantitative et l'autre qualitative. Voilà la représentation qu'on peut faire. Et donc si on veut faire pratique, on peut prendre un exemple de croisement de l'âge et du sexe. Et donc pour chaque sexe, on peut calculer la moyenne d'âge chez les hommes, la moyenne d'âge chez les femmes, ainsi que les cas types. Pour chaque sexe, on peut calculer la médiane et puis les différents quartiles de notre modalité. Voilà comment on peut représenter de façon pratique un croisement entre une variable quantitative et une variable qualitative. On peut également représenter une boîte à moustache de notre variable quantitative dans chaque modalité. Pour ce qui est de chaque modalité, on représente la boîte à moustache de notre variable dans les différentes modalités. Pour ce qui est du sexe et l'âge, par exemple, on peut représenter une boîte à moustache pour les hommes et une boîte à moustache pour les femmes dans notre échantillon. Et ça permet de voir les différentes disparités entre chez les femmes et chez les hommes. On voit que chez les hommes, la médiane est plus élevée, que ce soit la médiane ou les différents quartiles sont très distants chez les hommes et chez les femmes. Ça permet de capter une certaine disparité entre la population masculine et la population féminine d'un point de vue descriptif. Maintenant, le dernier cas de figure, c'est un croisement entre deux variables quantitatives. Donc, la première idée qui doit nous venir en tête, c'est de représenter le nuage de points croisés, la taille par exemple au poids. On représente par exemple en abscisse de notre nuage de points, la taille en centimètres et en donné le poids. On veut voir s'il y a une corrélation entre la taille et le poids. Et donc, les indicateurs statistiques qui permettent de voir si la corrélation est bonne entre nos deux variables. Lorsque notre taille est considérable, l'utilisation du coefficient de corrélation linéaire de Pearson qui permet de mesurer l'intensité du lien entre nos deux variables. Ce coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1. S'il est égal à 0, il n'y a pas de corrélation linéaire entre nos différentes variables. Et lorsqu'il est au-delà de 1, il y a une forte corrélation. Lorsqu'il est égal à 1, il y a une corrélation parfaite
entre nos différentes variables. Et ce coefficient de corrélation linéaire se calcule en faisant le ratio entre la covariance de nos variables par le produit des écarts types de nos différentes variables. Et donc, il faut faire attention à l'absence, à penser que l'absence de corrélation linéaire entre deux variables sous-entend qu'il n'y a pas de relation. Il peut ne pas avoir de corrélation linéaire, mais avoir une autre corrélation via une autre transformation. Et donc, en croisant nos deux variables, on peut revenir à notre nuage de points. Si on prend le poids et la taille, si on trouve par exemple une corrélation de 0,68, on peut croire qu'il y a une forte corrélation entre la taille et puis le poids de l'individu. Donc, en guise de conclusion pour ce qui est de ce tutoriel, il faut remarquer qu'il y a une démarche générale de la statistique, donc le recueil de données, et puis la statistique descriptive au moyen d'indicateurs statistiques et de représentations graphiques choisis en fonction du type de variable, et puis la statistique inférentielle qui consiste à l'extrapolation de nos résultats calculés sur un échantillon à la population sous-jacente qui est basée sur le calcul de probabilité. Dans la première partie, nous allons vous montrer comment calculer et interpréter les indicateurs statistiques que sont les caractéristiques de tendance centrale comme la moyenne, la médiane, le minimum, le max et bien d'autres encore. Nous allons également faire un focus sur les indicateurs, les caractéristiques de dispersion comme la variance, les écarts types, aussi bien que les coefficients de variation et leurs interprétations, bien évidemment. Dans la deuxième partie, nous allons vous montrer comment insérer et interpréter des graphiques sous Microsoft Excel, les camemberts, les nuages de points et bien d'autres formes de graphiques comme les diagrammes à bande, aussi bien que leurs interprétations. Et donc, pour ce faire, nous disposons d'une base de données Excel contenant deux classeurs. Un premier classeur contenant des données macroéconomiques d'un pays donné sur la période allant de 1990 à 2018. Et les variables que nous allons considérer sont les investissements directs étrangers, l'ouverture commerciale, l'inflation, le PIB par tête, le revenu national brut. Nous disposons également d'un classeur sur les données individuelles concernant les données individuelles collectées sur les individus d'un échantillon donné constitué de clients d'un hôtel avec comme variable un identifiant unique, le nom, le prénom, la civilité, l'adresse, le nombre de nuitées passées dans l'hôtel, la date de naissance du client, le sexe, l'âge et les tranches d'âge. Donc, utilisant ces différents facteurs-là, nous allons vous montrer comment, de façon efficace, vous pouvez faire de la statistique descriptive en utilisant, n'est-ce pas, Microsoft Excel. Donc, revenons à notre classeur du des données macroéconomiques. Nous allons revenir plutôt à notre classeur de données individuelles. On a par exemple ici l'âge de nos clients, les clients de notre hôtel. Alors, on peut vouloir savoir quelle est la moyenne d'âge dans notre échantillon. Alors, on veut savoir la moyenne. Voilà, comment est-ce qu'on calcule la moyenne? Pour calculer la moyenne, il faut tout simplement entrer le symbole égal pour que Excel comprenne qu'on veut, n'est-ce pas, insérer une formule. Et la formule que nous allons insérer sera la formule de la moyenne. Donc, si nous commençons à saisir moyenne, vous voyez là que
Excel nous propose toute une panoplie de moyennes. La première moyenne tout court est tout simplement la moyenne arithmétique simple. On a un certain nombre d'autres indicateurs de moyenne. On a la moyenne géométrique qui est en général calculée pour des grandeurs ayant une valeur positive et dans la plupart des cas dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1. On a la moyenne harmonique qui se calcule en général lorsque on a affaire au ratio ou dans certains cas de valeurs comprises entre 0. On a également les moyennes de rang et ainsi de suite. On a également ici les moyennes conditionnelles qui peuvent se calculer par exemple si on prend le cas de l'âge, calculer la moyenne si sur l'échantillon par exemple de sexe masculin, donc on va insérer une condition. Pour le moment, focalisons-nous sur la moyenne arithmétique. Nous voulons savoir la moyenne d'âge dans notre échantillon. Donc, nous allons sélectionner la première option, moyenne. Et donc, comme argument de notre fonction moyenne, nous avons nombre 1, nombre 2 qui représentent ici les réalisations des âges des différents individus. Donc, nous allons tout simplement sélectionner la plage correspondant aux différents âges que nous voulons calculer et par la suite, nous allons tout simplement fermer la parenthèse et puis cliquer sur Entrée. Vous voyez que la moyenne d'âge a été générée et elle est de 18 ans. La moyenne d'âge ici est de 18 ans. Voilà. Donc, je rappelle que ce sont des données fictives. Voilà. Donc, la moyenne de notre échantillon est de 0 est de 18. Donc, on peut également regarder l'âge minimal. Donc, nous allons saisir égal comme tout à l'heure, min. La fonction min, voilà, permet d'avoir le minimum sur notre échantillon comme tout à l'heure. On a l'âge minimum est de 12 ans. Donc, on a le maximum précédé du symbole égal. Max, la fonction max permet d'avoir l'âge maximal. Nous allons cliquer sur Entrée. Voilà, voilà. Donc, je vais d'abord saisir max et puis formule égale max. Et donc, je vais sélectionner. Voilà, ça, ce sont des caractéristiques de tendance centrale. L'âge maximum est de 24 ans. Et donc, nous pouvons également regarder, par exemple, un indicateur de... ce sont des indicateurs de tendance centrale. Nous pouvons également regarder les caractéristiques de dispersion comme la variance dans notre échantillon. Égal, bas. Donc, on a la fonction variance par défaut qui est là. Nous allons, n'est-ce pas, tout simplement sélectionner notre plage et puis on a une variance de 14. Mais la caractéristique de tendance de dispersion qui est facilement interprétable, c'est l'écart type. Donc, l'écart type de notre échantillon égale écart type donc nous allons choisir écart type tout simplement. Voilà, donc sélectionner comme tout à l'heure notre variance. Et je rappelle que l'écart type c'est tout simplement la racine carrée de la variance qui permet de voir à quelle proportion les individus s'éloignent de la moyenne. Et donc, le coefficient de variation permet de
mieux apprécier, n'est-ce pas, la variation de nos différentes variables, de nos différents individus par rapport à la moyenne. Donc, si nous calculons, n'est-ce pas, le coefficient de variation, qui n'est rien d'autre que le ratio entre la moyenne, donc égale, nous sélectionnons notre moyenne, divisé par l'écart type. Voilà. Donc, nous trouvons 4. Donc, on peut tout simplement dire que les individus sont beaucoup plus concentrés à plus ou moins 4 écarts types de la moyenne. Ça, c'est pour ce qui est du coefficient de variation, un coefficient de variation assez grand, comme celui-ci laisse présager d'un échantillon assez dispersé, assez dispersé autour de la moyenne, et ça peut s'observer sur l'étendue entre le minimum et le maximum, entre 12 et 24, avec un âge moyen de 18. Donc, voilà, on a une grande dispersion de notre échantillon par rapport à la moyenne. Donc, pour revenir à notre variable, à notre classeur données macroéconomique, on a par exemple ici notre variable ouverture commerciale qui est un ratio, et donc un ratio compris entre 0 et 1. Et donc, par exemple, ici, calculer une moyenne arithmétique serait quelque peu biaisé, voilà, si on peut le dire ainsi, même si ce n'est pas tout à fait exact dans le jargon statistique. Une moyenne arithmétique est une moyenne sans biais, mais il peut être plus approprié dans certaines situations de calculer une moyenne géométrique ou arithmétique selon le cas. Et donc, dans le cas présent, par exemple, on a un taux d'ouverture qui a une grandeur comprise entre 0 et 1. Et donc, par exemple, pour voir comment évolue l'ouverture commerciale, on peut être amené non pas à calculer la moyenne arithmétique sur la période, mais de calculer la moyenne géométrique. Donc, pour pouvoir calculer notre moyenne géométrique, nous allons procéder comme tout à l'heure. Nous allons mettre notre symbole égal, donc moyenne, cette fois-ci géométrique, permet de mieux interpréter l'individu moyen pour ce qui est de l'ouverture commerciale. On a une moyenne de 0,35 qui est plus appropriée dans le cas de valeurs, par exemple, comprises entre 0 et 1. Et un autre exemple de moyenne qu'on peut calculer, par exemple, le PIB par tête, qui n'est rien d'autre que le ratio entre le PIB et la taille de la population. Et donc, ici, la moyenne la plus appropriée, ici, est la moyenne harmonique, parce que, n'est-ce pas, il s'agit du ratio. Donc, ici, pour pouvoir mieux apprécier la moyenne, il serait intéressant de calculer une moyenne harmonique sur le PIB par habitant. Donc, nous allons faire égal moyenne harmonique. Moyenne harmonique, donc nous allons sélectionner notre variable PIB par tête. Donc, voilà, on a une moyenne harmonique de 3529. Donc, ça, c'est la moyenne géométrique pour l'ouverture commerciale. Ici, on a la moyenne géométrique pour
par tête. PIB par tête. Voilà. Donc, vous voyez là que nous n'avons pas calculé la moyenne arithmétique comme c'était le cas pour ce qui est de l'âge. Nous avons pour la variable ouverture commerciale, regardez plutôt la moyenne géométrique à raison de l'intervalle de ces valeurs. Et pour ce qui est du PIB par tête, nous avons préféré la moyenne harmonique en ce sens que le PIB par tête est un ratio tout simplement. Et donc, pour pouvoir faire l'analyse des statistiques descriptives, on peut être amené par exemple à regarder par exemple le nuage de points, comment pouvoir regarder par exemple la relation entre les investissements étrangers et l'ouverture commerciale. Donc, pouvoir regarder le lien entre ces deux variables, pouvons tout simplement sélectionner ces deux variables-là et aller dans insertion. Nous allons aller dans insertion, nous avons ce symbole-là, le graphique-là. Nous allons sélectionner, nous allons partir dans autre nuage de points. Et voilà, nous allons choisir cette option. Voilà, donc voilà, ok. Et donc le nuage de points de notre échantillon a été, n'est-ce pas, généré. Vous voyez là la relation qui existe entre l'ouverture commerciale et les investissements étrangers. Donc, nous allons mettre les titres sur les axes. Sur l'axe des ordonnées, l'ouverture commerciale. Voilà, et sur l'axe des abscisses, les investissements directs étrangers. Voilà, donc ce graphique récapitule l'évolution de l'ouverture commerciale en fonction des investissements directs étrangers. On peut mettre la courbe de tendance là. Vous voyez qu'il y a une tendance. Peut-on dire qu'il y a une bonne relation entre, il y a un lien entre l'ouverture commerciale et les IDE, peut-être une droite de régression qui ne relève plus forcément de la statistique descriptive peut être utilisée. Alors, nous allons revenir à notre classeur de données individuelles. Nous voulons par exemple voir la répartition de notre échantillon par sexe. Donc, on a là des individus de sexe masculin. Donc, nous allons générer une variable qui compte le nombre, une fonction qui va compter le nombre de personnes de sexe masculin et le nombre de personnes de sexe féminin pour pouvoir représenter notre échantillon selon le sexe par un diagramme circulaire. Donc, nous avons là masculin et féminin. Donc, nous allons, n'est-ce pas, compter le nombre de... nous allons d'abord créer une variable ici, notre variable sexe, qui va prendre la valeur 1 si l'individu est de
sexe masculin et 2 si l'individu est de sexe féminin. Et 0, autant pour moi, si l'individu est de sexe féminin. Donc, nous allons faire égal. Donc, si le sexe est égal à masculin, entre guillemets, donc masculin, tel que c'est écrit dans le classeur, nous fermons les guillemets, point virgule, la valeur, si c'est vrai, ce sera 1, et si ce n'est pas le cas, nous allons donner la valeur 0. Donc, cliquons sur Entrée. Donc, vous voyez que pour masculin, on a bien 1. Nous allons tirer notre formule vers le bas. Et donc, vous voyez que voilà. Donc, à défaut de mettre 1 si c'est vrai, il y a l'autre condition si c'est faux. Donc, point virgule, la deuxième condition, c'est 0. Voilà. Donc, nous allons tirer notre formule vers le bas. Donc, vous voyez qu'on a une suite de 0, 1. Et donc, la fonction, nous allons sommer les éléments de notre nouvelle colonne. Et le nombre, la somme de ces colonnes va donner le nombre d'individus de sexe masculin, vous l'avez sûrement compris, égale somme de toute cette colonne-là. Voilà, donc cette somme-là donne 29. Étant donné que notre classeur contient 48 moins un élément, donc 47, le nombre de personnes de sexe féminin sera égal à 47 moins le nombre de personnes de sexe masculin. Donc notre échantillon contient 29 personnes de sexe masculin et 18 de sexe féminin. Donc pour pouvoir insérer un diagramme circulaire pour pouvoir représenter faire la représentation de notre échantillon par sexe, nous allons aller dans Insertion, choisir le symbole et puis nous pouvons insérer en 2D ou alors en 3D. Nous allons préférer la représentation en 3D. Donc vous voyez là, on peut sélectionner cette option pour pouvoir afficher les pourcentages sur notre diagramme. On a la légende, nous pouvons, n'est-ce pas, double-cliquer sur le centre de notre camembert et puis changer l'angle si nous voulons, ou alors même éclater. Voilà. Nous pouvons faire roter à notre convenance. Donc, nous pouvons venir là. Voilà. Donc, nous pouvons, n'est-ce pas, venir au niveau de notre graphique là et faire des modifications au niveau des nombres. On peut choisir le format, par exemple, pourcentage. Donc, les pourcentages pourront être affichés avec les parties décimales. On voit que dans notre échantillon, le sexe masculin est surreprésenté, le sexe féminin représente 30% tandis que le masculin est dominant avec près de plus de 60%. Voilà pour ce qui est la représentation de notre échantillon avec un diagramme circulaire. De la même façon que vous avez inséré le diagramme circulaire ou alors le nuage de points, vous pouvez insérer au niveau de l'insertion, vous pouvez, n'est-ce pas, insérer le diagramme en bande, vous pouvez utiliser insérer les box plots ou boîte à moustache pour pouvoir
toutes les options sont là, toutes les fonctions sont sous Excel. Vous pouvez les utiliser pour voir bien à bien votre statistique descriptive sous Microsoft Excel. Voilà, c'est